Compose, épisode 14. C'est beaucoup de travail, ça c'est certain, mais c'est aussi beaucoup de bonheur de voir la réaction des gens. Et je te dis, j'ai fait mon premier marché, je crois que c'est vraiment l'image que j'en tire de ces 6 derniers mois. Au bout de mon premier marché, j'ai pleuré parce que j'ai vraiment réalisé, je me dis, mais tu t'imagines, je disais à mon copain, les gens sont venus acheter mon produit et étaient fans de ce que j'ai créé de A à Z. J'en revenais pas de me dire, en fait c'est moi, en fait c'était génial. Donc c'est vraiment ça que j'en ai retenu, c'était mais... Waouh, que je pouvais vraiment créer quelque chose et que en fait ma vision plaisait à des gens et qu'ils croyaient en moi. J'étais là, oh c'est génial. Enfin, j'avais pas du tout envisagé ça en me lançant dans ce projet. Ça m'a vraiment frappée. Après le premier marché, j'étais génial. Mon invitée cette semaine, c'est Kim Simpo. Kim, c'est la créatrice de la marque de bijoux Wattles and Daisies. Un projet tout récent puisque c'est en juin 2021 qu'elle l'a lancé. Kim, elle est belge, mais elle vit à Amsterdam et on a donc profité de son passage en Belgique pour enregistrer cet épisode. Ensemble, on a parlé du lancement de sa marque, de son envie d'avoir son propre business, de la matière qu'elle utilise pour créer, de son burn-out, du fait qu'elle apprend sur elle-même en ayant lancé son projet, d'Instagram qu'elle utilise beaucoup pour sa marque, de l'entrepreneuriat, de ses futurs projets. Je vous souhaite une très belle écoute. Merci Kim d'être avec moi aujourd'hui sur Compose. Ah ben merci de m'avoir invitée, c'est chouette. Tu as donc lancé ta marque de bijoux en juin 2021. Ouais. Exactement. Tu peux d'abord nous expliquer pourquoi cette envie de créer ta marque de bijoux? Oui, alors j'ai toujours été créative. J'ai fait des cours de dessin, de la guitare. Enfin bon, j'ai un peu touché à tout. Et c'était il y a 1 an et demi maintenant, que je suis tombée, comme je t'avais raconté, en une sorte de dépression, burn-out. Et là, j'ai vraiment, je me suis recentrée sur moi-même. Qu'est-ce que j'aimais faire? Qu'est-ce qui me procurait du plaisir? Et c'est un jour, en regardant un peu sur Pinterest, j'ai découvert en fait ces boucles d'oreilles en argile polymère. Et donc je me suis dit, c'est vraiment intéressant, c'est créatif. Et en plus, c'était léger. Et moi, j'adore toutes ces grosses boucles d'oreilles, etc. Donc je me suis fait, je vais essayer d'en faire. J'ai acheté le matériel, j'en ai fait pour moi, pour ma maman. Et puis je me suis dit, il faudrait peut-être que je me lance là-dedans. Et puis des amis, j'ai eu des bons retours. Des amis en voulaient pour elles-mêmes, même en acheter. Donc je me suis fait, ça pourrait être un bon petit business. Pour mon côté créatif, c'est parfait. Et donc je me suis lancée en juin cette année, et j'ai lancé ma marque Wattles and Daisies. Et c'est vraiment venu un peu par hasard, en fait, par la découverte? Vraiment par hasard, ouais. Mais j'ai toujours voulu avoir mon propre business. J'avais déjà plus ou moins fait quelque chose dans le tourisme il y a pas mal d'années, une location de camping-car, etc. pour l'Australie. Mais c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et là, je me suis vraiment dit, ça me correspond totalement. Et c'était justement le bon timing, la bonne occasion, en fait, de me lancer. Donc voilà. Et donc, quel est l'intérêt de cette matière? Tu disais que c'était beaucoup plus léger? Voilà, c'est hyper léger. Donc pour toutes celles ceux qui aiment bien porter des boucles d'oreilles, mais qui ont toujours le problème, comme moi, les lobes d'oreilles qui font super mal à la fin de la journée, c'est la solution parfaite parce que je pense que les boucles d'oreilles que j'ai aujourd'hui, elles sont quand même longues et ça te fait le poids d'une groseille ou quelque chose comme ça. C'est vraiment hyper léger. Et comment ça se passe alors, le processus créatif? En fait, t'as beaucoup d'idées déjà de base? Oui, comment j'ai t'as beaucoup commencé d'idées. à créer les Il y a aussi premières? sur Pinterest, je vois tellement de choses, sur le web, sur Instagram, donc ça te donne quand même des idées. Mais j'ai aussi mes propres idées. J'aime toujours rester dans un thème un peu naturel. Donc les couleurs, j'ai fait quand même des couleurs un peu pop au début, parce que c'était en plus l'été. Mais je t'avoue que maintenant, je me recentre et je regarde un peu. Ouais, c'est vraiment les tons naturels, les matières un peu naturelles. Là, j'ai fait un espèce d'effet, tu vois, brique ciment, comme ça sur les boucles d'oreilles. Donc ça c'est vraiment ce qui me parle. Et le processus, c'est t'achètes la pâte polymère, l'argile polymère, mais de là, tu vois, tu mixes les couleurs comme tu les veux entre elles. Puis tu dois pétrir la pâte. J'utilise une machine à pâte pour, tu vois, bien la mettre à bonne dimension. Donc ça prend déjà du temps. Et puis alors, tu les coupes avec comme des petits cutters pour les cookies. Tu coupes tes formes, etc. Puis tu les enfournes. Puis tu dois alors les polir. Tu dois faire les trous pour évidemment les assembler. Tu dois les laver. Tu dois les coller. Donc c'est un très long processus pour une boucle d'oreille. Oui. c'est énorme, mais bon. Ouais. Et tu disais, t'es surtout inspirée, d'abord c'était pour proposer des boucles d'oreilles assez colorées, etc. C'est vraiment ça qui t'inspire, c'est d'abord les couleurs? Mais
Je t'avoue, j'adore les couleurs, mais quand j'envisionne ma marque, etc., je remarque, mais c'est surtout les couleurs automnales. Je sais pas pourquoi je suis toujours dans ces tons, dans les tons naturels, quoi. Le brun, le rouille, le vert, toutes les choses comme ça. J'aime aussi énormément les couleurs, donc je fais quand même des couleurs un peu plus pop. Donc, j'avais même fait du lilas, du fuchsia, enfin des tons comme ça, mais je remarque à chaque fois, je me retourne vers les couleurs naturelles, quoi, les tons neutres. Donc voilà. Et sur ton site, on peut voir qu'elles ont chacune un nom, ces paires de boucles d'oreilles. Oui, c'est inspiré de quoi? Alors, au départ, c'était inspiré des filles et des femmes que je connaissais. Bon, j'en suis vite venue à court. Donc, maintenant, tu vois, je regarde des listes de prénoms, etc. Et je sais pas pourquoi, je sais pas si je suis la seule à faire ça, mais à chaque fois que j'ai un nom d'une personne, j'envisage, tu vois, qu'est-ce que ce serait comme personne. Je sais pas pourquoi le nom me parle de, ah oui, quel caractère ou quelle apparence ou quoi. Et je sais pas, j'arrive à associer ça à mes boucles d'oreilles. Je me dis, tiens, ça c'est parfait. Cette boucle d'oreille est parfaite pour une Lali ou pour une Bénédicte. Bon, il y a des gens qui ont, à mon avis, une complète autre vision que moi pour un prénom. Mais voilà, c'est comme ça que je nomme mes boucles d'oreilles. Donc, désolée si j'offense quelqu'un. Et comment tu te sens quand tu es en train de créer? Tu disais que la créativité, c'était quelque chose qui te plaisait déjà, de faire un truc créatif. Comment tu te sens quand tu es en train de créer? Écoute, super bien. Je te dis, déjà, je vois pas le temps passer. Là, j'ai mon chien qui dort à mes pieds à chaque fois. Tu vois, je suis dans mon petit bureau en haut. Mon chien dort à mes pieds. Et je peux faire ça pendant des heures et des heures. Et non, je me sens vraiment bien. C'est relaxant, en fait. C'est vraiment relaxant. À part quand la machine à pad ne veut pas coopérer. Mais non, sinon, c'est hyper relaxant. Tu disais que t'aurais bien aimé un jour lancer ton projet, c'est celui-là. Pourquoi cette envie, en fait, de base, de vouloir être indépendante? Je t'avoue, j'ai jamais aimé l'autorité. Oups. Donc, j'ai toujours eu du mal, en fait, d'avoir un boss et d'avoir une grosse hiérarchie. J'avoue que c'est pas ma chose préférée, donc ça me dérange pas à temps partiel ou quoi que ce soit, mais de me dire que 5 jours par semaine, je dois répondre à quelqu'un et travailler pour quelqu'un, c'est bien, hein, c'est normal, mais et j'ai toujours eu cette envie, j'ai envie de faire quelque chose pour moi-même, en fait, vraiment pouvoir être libre de mes choix, de mes décisions, et voilà, c'était vraiment pour ça. Et c'est vraiment parce que dans ton précédent boulot, t'es arrivé à ce point où tu n'étais plus très bien, que tu t'es dit, là, c'est le moment de me lancer? Je crois que ça m'a encore plus poussée parce que je t'avoue, c'était vraiment hyper hiérarchisé. C'était une entreprise américaine et t'avais une énorme hiérarchie. C'était vraiment des niveaux, le manager, le manager, le manager. Et je me sentais tellement coincée. Bon, j'étais office manager, donc évidemment, t'as la responsabilité, tu dois être souvent au boulot, mais c'était aucune liberté. Donc, si je devais aller, par exemple, chez le dentiste, je devais prendre un jour de congé. C'était même pas que je pouvais m'absenter 1 heure ou quoi que ce soit, même en recevant les calls. Donc, ça m'a vraiment complètement frustrée. Il y avait aucune créativité. Tu vois, c'était tous les jours le même boulot, rentrer les invoices, répondre au téléphone. Et dit que je voulais être un peu créative, il n'y a pas de budget pour les fêtes de fin d'année ou quoi. Donc, je me sentais complètement étouffée. Et là, je crois que ça m'a un peu dégoûtée du monde du monde de travail, je veux dire, normal. Voilà. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose d'autre parce que là, je suis pas prête, en tout cas après le burn-out, à reprendre un boulot de 9 à 5, comme ça, en entreprise. Donc voilà. Et c'était vraiment ce besoin de liberté aussi, d'organiser ton horaire comme tu veux. Aussi. C'est aussi parfois compliqué parce que ça demande vraiment de l'organisation. Comment t'as mis en place ton organisation? Au début, je crois que j'ai plus regardé la période de la journée dans laquelle j'étais la plus créative. Parce que si je me mets à 7h du matin et essayer de faire des boucles d'oreilles, je t'avoue, il n'y a pas grand-chose. Si c'est des trucs basiques que j'ai déjà fait, que je dois refaire des modèles, pas de problème, tu vois, c'est automatique, ça se fait. Mais si je veux vraiment créer, je remarque que c'est début de la journée, début de l'après-midi, milieu de l'après-midi. Que là, j'ai vraiment plein d'idées, que je m'y mets, que je suis vraiment de bonne humeur, que ça se passe bien. Donc là, je me dis, les trucs un peu plus administratifs, le matin, c'est bien. Et la journée, l'après-midi, plus la création. Finalement, ça t'apprend aussi à te connaître un peu plus. Oui, voilà. Mais oui, c'est vraiment un travail sur toi, en fait. Parce que tu dois vraiment, pour être efficace, qu'est-ce qui te convient le mieux, quelle heure de travail. Mais il y a des fois, même ici, avant le marché de Noël, je te dis, ça faisait 2 ou 3 semaines que je travaillais jusqu'à des 23h, un truc comme ça, le soir, pour avoir tout fini, pour avoir du stock. Donc t'as des fois, tu respectes pas vraiment ton moment idéal, mais voilà.
Tu parlais des marchés de Noël. C'est vraiment la grosse période ici maintenant pour toi? Oui, donc oui, comme je te disais, je pense, c'est mon premier marché de Noël, période de Noël, donc de ce que j'ai vu des marchés précédents, ça marche vraiment bien. C'est quelque chose que les gens aiment bien acheter, même des petites filles pour leur maman ou un mari pour sa femme ou des choses comme ça. Donc j'ai vraiment un peu tout comme client. Et pour les cadeaux, comme je disais, c'est vraiment, je crois, une chouette option parce que c'est quand même un petit prix raisonnable. Donc quand on fait aussi des cadeaux entre amis ou des pioches ou des choses comme ça, c'est facile, c'est un petit cadeau, c'est fait main, donc c'est original. Donc voilà, je pense que ça peut bien marcher. On verra bien dans les jours qui viennent. Mais en tout cas, oui, c'est la période où je crée le plus. Ça, c'est certain. J'ai fait un stock quand même assez considérable. On sait jamais. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc voilà. Et puis en plus, toi, tu vends principalement en ligne sur ton e-shop. Ça te fait plaisir de rencontrer les clients en vrai? Franchement, j'adore. Je préfère même parce que tu vois la réaction des gens en face à face. Et là, alors, j'ai des clients qui, par la suite, me suivent sur Instagram et je vois leurs posts, etc., avec mes boucles d'oreilles, leurs petits commentaires, qu'elles adorent toujours les boucles d'oreilles. Je trouve ça chouette parce qu'il y a vraiment eu un contact, tandis que quand c'est juste un nom et que tu envoies les boucles d'oreilles, c'est chouette aussi, hein, mais oui, c'est évidemment moins humain, quoi. T'as pas le contact. Donc, mais c'était logique au départ de choisir de plutôt fonctionner par e-shop et ne pas au début vendre... Oui, surtout avec la période du Covid. Oui. Je t'avoue, tout était fermé en Hollande, je sais pas ici, mais donc il n'y avait pas vraiment d'opportunité pour vendre mes produits. Mais par la suite, je me suis dit, c'est quand même pas simple non plus de se faire connaître juste en ligne, parce que j'en suis parmi des milliers d'e-shops de boucles d'oreilles. Et j'ai trouvé ce marché de petits créateurs, etc., à Amsterdam, sur une des places centrales, en fait, près des musées. Et là, j'ai vu que ça a tellement bien marché. Et moi, j'adore. Bon, c'est une journée à passer dans le froid, quand il fait froid. Mais je trouve ça génial. Le retour des gens, c'est vraiment chouette. Comment tu t'es fait connaître justement au début? Comment tu as communiqué autour de ta marque? Écoute, en Belgique, c'était beaucoup le bouche à oreille, via Florence, toutes mes amies. Mais à Amsterdam, je t'avoue, c'était plus, j'ai aussi un peu démarché des magasins, et puis du bouche à oreille, et puis sur les marchés. Donc, c'est vraiment ça. Là, j'ai quand même pas mal de clientes de France. J'avais aussi contacté quelques influenceuses sur Instagram. Et là, ça avait marché. J'avais organisé des petits concours avec elles pour permettre à leurs abonnés de gagner, un bon d'achat ou quelques paires de boucles d'oreilles. Et donc voilà, c'est petit à petit, voilà. Et Instagram, c'est quelque chose que tu connaissais très bien, que tu maîtrisais à la base ou Alors, pas du tout? J'avais mon compte personnel sur Instagram, donc j'aimais bien poster, etc. Mais je n'avais jamais fait de compte professionnel et j'avais jamais organisé de shop, etc. sur Instagram, taguer les produits, les hashtags, etc. J'avais jamais fait ça, donc j'apprends encore. Il y a vraiment des moments, je me dis, mais comment est-ce que je fais ça? Donc je vais un peu rechercher. Mais je trouve ça sympa. C'est un chouette outil. Je crois pas que c'est le seul outil de vente possible, mais c'est un bon outil pour te faire connaître, je crois. Ouais. Parce que pour te lancer, tu as tout fait complètement seul, que ce soit Instagram, le site internet, les photos, tout. Donc c'est quand même pas mal de boulot. mais c'est chouette, ça m'a appris quand même pas mal de trucs. J'ai commencé avec la plateforme Wix, que je connaissais pas du tout, mais directement j'ai trouvé ça tellement intuitif, facile à utiliser, même pour quelqu'un qui n'est pas spécialement connaisseur, tu vois, dans tout ce qui est la création d'un site. Et donc j'ai commencé là-dessus, et ce qui était bien, c'était que tu pouvais tout créer avant même de payer en fait pour te mettre en ligne. Donc tu pouvais vraiment créer ton site de A à Z, et quand tu étais content, hop, tu commençais à payer. Donc je trouvais ça parfait parce que je suis pas vraiment perfectionniste, mais j'aime vraiment bien les choses bien faites. Donc ça m'a mis, je crois, au moins 7-8 mois à créer ce site. Oui. Ouais, pour que je me dise, voilà, là je peux le mettre en ligne, je suis fière de mon travail, c'est bon. Donc ouais. Ça faisait combien de temps justement que tu réfléchissais à ce projet? J'ai réfléchi depuis, parce qu'on est là en décembre 2021, c'était il y a 1 an et demi, je crois, un truc comme ça, que j'ai dû commencer à réfléchir à ce truc-là. Et vraiment, est-ce qu'il y avait quand même une appréhension ou pas, où tu étais confiante? Mais il y a toujours l'appréhension de peut-être que ça va pas plaire aux gens, parce que je sais que c'est un style assez différent, parce que la mode en ce moment, même en Hollande, c'est, tu as les petites boucles d'oreilles en or très fines, etc. Donc c'est vraiment un style à part qui est plus, je crois, des États-Unis, de l'Angleterre, de l'Australie. Donc je me suis toujours dit, peut-être que ça va pas plaire. Et puis, en même temps, ce qui fonctionnait en ma faveur, c'est que l'investissement de base n'est vraiment
pas énorme. Donc je me dis, bon, au pire, ça plaît pas et je ne fais pas d'argent, mais j'y ai pas mis toutes mes économies, des choses comme ça. Donc c'est un risque à prendre et je me dis, bon, de toute façon, je fais ce que j'aime, donc ça m'apporte déjà quelque chose. Et donc voilà. Et bon, et puis j'espère que plus de gens vont aussi aimer ce que j'aime, ce que je fais, mais voilà. Comment t'as fait justement pour déterminer les prix auxquels tu les vendais? T'as vraiment calculé les heures de travail, etc. Ou tu t'es plutôt dit justement, voilà, ça fait aussi un cadeau pas trop excessif? Je t'avoue, j'ai pas vraiment calculé les heures de travail parce que je trouve ça tellement dur de calculer parce qu'il y a une boucle d'oreille qui va te prendre par exemple 2 heures à réaliser et une qui va te prendre peut-être 30 minutes ou quelque chose comme ça. Donc, je trouve ça vraiment pas facile. Mais aussi, je me suis basée, tu vois, sur les sites d'autres personnes qui faisaient plus ou moins la même chose que moi. J'ai un peu regardé, tu vois, le niveau des prix. Puis, j'ai un peu demandé à des amis, à des personnes de mon entourage, tu vois, qu'est-ce qu'ils penseraient de ce prix-là. Et tous les retours que j'avais, c'était que mes prix étaient plus que raisonnables pour quelque chose de fait main, etc., d'unique. Donc, je me suis dit, bon, on va faire comme ça et on verra bien. Parce que je voulais pas non plus le mettre à un prix comme des boucles d'oreilles H&M ou des choses comme ça, parce que ça, c'est complètement industrialisé, fait en masse, et c'est pas du tout l'image que je veux avoir. Donc, je veux pas non plus donner mes boucles d'oreilles qui m'ont pris tellement de temps à créer. Donc, voilà. Oui, justement, toi, tu crées combien de pièces d'un même modèle? Et est-ce que tu arrives à faire exactement la même chose? Ou comme tu dis, elles sont un petit peu uniques quand même chacune? Oui, c'est ça. Écoute, je crée en général en stock, tu vois, j'en crée par chaque fois que je crée les boucles d'oreilles, j'essaye 10 paires. 10 paires maximum. Et il y a des boucles d'oreilles que je sais tout à fait répliquer parce que elles sont d'une seule couleur, unies, très simple, une coupe. Donc ça, c'est facile. Mais par exemple, quand je fais les boucles d'oreilles marbrées, c'est une plaque et tout est marbré. Donc chaque boucle d'oreille de cette plaque va être différente. Même dans la paire de boucles d'oreilles, les deux sont complètement différentes. Donc voilà. Et ça, je le précise bien sur mon site. Ce qu'ils voient sur la photo, c'est en règle générale, comment la boucle d'oreille, de quoi la boucle d'oreille a l'air, mais évidemment, elles sont toutes différentes. Donc, oui, il y aura peut-être un peu plus de brun dans celle-là, un peu plus de beige, un peu plus d'or. Donc voilà. C'est ça qui fait, je trouve, le charme aussi. Et pour ça, du coup, c'est plus facile pour les clients de les voir en vrai, parce que je trouve aussi. Quand tu commandes en ligne, c'est toujours difficile de savoir à quoi t'attendre, aussi niveau taille, et puis t'as dû prouver plusieurs fois aussi le poids. Oui, le poids, c'est toujours pas enregistré, je crois, mais oui, je le vois directement quand je suis au marché. Mais je demande même aux gens, mais touchez-les. Parce que je les vois, ils regardent, ah oui, j'entends, tu vois, ah, c'est quand même gros, hein. Mais je fais, oui, mais regardez, c'est ultra léger, hein. Ah oui, et puis directement, c'est vraiment, mais mon argument de vente, c'est, le point où je crois que ça fait le déclic dans la tête des gens, c'est qu'ils prennent la boucle d'oreille en main. Ah ben oui, alors tu as directement la tête qui change et là, ils envisagent, tu vois, l'achat. Donc, ouais, pour le moment, c'est encore vraiment plus simple de vendre sur le marché. Ouais. Et pour toi, c'est important depuis longtemps, tout ce qui est artisanal, fait main, etc. Ah oui, moi j'adore. C'est vraiment, je recherche toujours en fait quand j'achète. J'ai aussi des trucs que j'achète dans des grands magasins ou des choses comme ça, mais je trouve qu'il y a même une histoire derrière la boucle d'oreille. Comme moi, il y a toute mon histoire, pourquoi j'ai commencé ça. Et je sais pas, je trouve ça tellement plus intéressant d'avoir un objet qui est peut-être unique ou plus ou moins unique et qui a une histoire plutôt qu'un truc fabriqué en masse dans une usine et que personne n'a jamais regardé. Je sais pas, moi j'adore dans ma maison avoir j'ai des pièces de déco comme ça que j'ai trouvé où je voyageais et puis il y a une personne sur une île ou quoi qui fabriquait ça. Je trouve ça génial. Je trouve ça te transporte un peu. Ah oui, j'étais là, j'ai acheté ça. Je trouve ça chouette. Oui, tu as beaucoup voyagé. D'ailleurs, tu parlais de l'Australie tantôt. Le style de tes boucles d'oreilles, c'est vraiment influencé par aussi tous les voyages que tu as fait? Ouais, là, je pense que c'est surtout aussi... j'ai toujours, je crois, gardé la mode australienne parce que j'ai vécu là pendant quand même pas mal d'années. Et j'aime beaucoup parce que c'est un style un peu plus... comment dire? Pas provoquant, mais plus... je sais pas. Il s'exprime un peu plus. Je pense que c'est moins neutre, c'est... Peut-être plus assumé, entre guillemets. Oui, peut-être plus assumé. Je sais pas, est-ce que c'est la météo aussi qui fait que tu oses plus, t'es un peu plus extravagant. Et j'ai toujours gardé ça, en fait. Et à mon avis, ça se retranscrit dans mes boucles d'oreilles parce que c'est... Oui, c'est pas du classique. Je vais pas dire que mes boucles d'oreilles font classique, ça c'est... Non. Mais par contre, le fait d'avoir un site en ligne, de pouvoir créer de chez toi, etc.,
c'est quelque chose qui te permettra aussi de continuer de voyager. T'as pensé à ça en créant ton projet? Voilà, c'est ça, oui. J'ai toujours... je regardais aussi, tu vois, les sites d'autres créatrices. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elles mettaient... Bon, il faut que les gens réalisent que c'est le site, la création d'une personne. Donc, la personne a aussi une vie. Et ce que j'aimais bien, c'est qu'elles mettaient leur site en pause et qu'elles mettaient un petit message sur leur site ou quoi que ce soit, disant... Je suis en vacances et donc les dernières commandes partiront tel jour. Et pendant 3 semaines, break. Et tu peux vraiment prendre un break quoi, de ton business comme tu le ferais en boulot ou partout en vacances. Donc je trouve que c'est une chouette option aussi que les gens... je suppose aussi les gens qui achètent du fait main, etc., ont aussi cette compréhension que oui, la personne doit aussi prendre un break de temps en temps et c'est pas grave, c'est normal. Donc voilà. Et en te lançant, tu t'es donné une certaine période de test ou pas forcément? Tu t'es dit je me lance à temps plein et on verra. Écoute, oui, mais là je m'étais lancée à temps plein et je t'avoue j'ai eu cette opportunité pour un boulot 3 jours par semaine et je me suis dit comme j'étais pas encore énormément occupée pour les boucles d'oreilles, je me suis dit tu sais quoi, en attendant je vais prendre ce boulot, j'aime beaucoup ce que je fais. Donc ça se combine parfaitement. Donc j'ai encore le temps pour Wattles and Daisy. Bon, j'ai un salaire assuré, ça c'est bien aussi. Ouais. Et comme ça me permet de pas avoir cette pression de me dire bon ok, je me donne 6 mois, 1 an et si ça marche pas, j'arrête. Parce que j'ai pas envie d'arrêter. J'ai envie de voir où ça mène et même si ça me met 2 ans, 3 ans à vraiment gagner assez pour me dire ok, ça c'est bon, je peux même le commencer à temps plein. Oui, c'est pas grave, tant mieux. Enfin. Voilà, mais j'adore l'expérience, je veux pas que ça s'arrête. C'est vraiment ça le plus compliqué, c'est l'aspect financier. Pour en vivre, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment pour le moment, de ce que je vends, ça me permettrait pas de pouvoir vivre, avec les charges mensuelles, etc. Non, ça ne me permettrait pas d'en vivre. J'arrive plus à parler. Mais tu arrives quand même à t'organiser vraiment comme tu le veux et c'est un rythme qui te correspond mieux que celui de faire 9-17 du lundi au vendredi. Ouais, parce que je travaille donc pour l'autre entreprise là, 3 jours par semaine. Donc ce qui me fait 4 jours quand même où je suis libre, quoi, de faire ce qui me plaît, d'organiser mon horaire comme je veux, si j'ai des rendez-vous médicaux même, de le faire. Et je sais pas, j'aime vraiment bien. J'aime vraiment bien cette manière de travailler parce que voilà, j'ai le temps qu'il me faut, je sens pas trop de pression, c'est parfait. Et outre l'aspect vraiment créatif de ta marque, qu'est-ce que tu préfères faire? Qu'est-ce que je préfère faire? Je crois le design, vraiment la création de boucles d'oreilles. Après, ce qui est du polissage, etc., je t'avoue, j'essaie de faire petit à petit parce que quand on a une centaine à polir, tu deviens fou, je crois. T'as cette poussière, t'as masque, etc., mais c'est vraiment... Ah non, je sais pas, je déteste polir les boucles d'oreilles. Donc ouais, la création, c'est vraiment... J'adore. J'adore et le résultat final. Quand tu les assembles et que tu les vois et t'es là, non, c'est vraiment ce que t'avais en tête. Ouais. Et le moment où tu les montres, du coup? Ouais, voilà. Et le moment où je montre aux gens, évidemment, ça c'est clair. Ça c'est toujours génial. Quand je finis une collection, tu vois, je fais un petit teasing, etc. Et puis je les montre et de voir les réactions des gens, c'est toujours chouette. Ouais. T'as toujours de nouvelles idées pour créer des nouvelles boucles d'oreilles? Écoute, pour le moment, oui. Pour le moment, oui. Mais oui, je t'avoue que je me demande à un moment si je calerais ou si je viendrais à court d'idées. Je pense pas. Il y a tellement de choses différentes à créer, des matières, des couleurs... des formes. Donc, Oui, tu devrais bien tester d'autres matières? Mais je me dis, je vois aussi pas mal de boucles d'oreilles polymères combinés avec du... Je sais pas si c'est de l'acier ou un autre matériel assez léger, comme ça, tu as par exemple une petite goutte avec ce métal ou des choses comme ça. Bon, faut un peu voir au point de vue du poids, parce que je veux toujours rester dans un truc léger, je veux pas que ça redevienne des boucles d'oreilles lourdes. Mais je me dis, pourquoi pas combiner les 2 matériaux? Et puis je me dis, j'ai déjà aussi des demandes pour plus des pendentifs ou des bracelets. Donc je me dis, peut-être que plus tard, je me lancerai aussi là-dedans. Pour le moment, c'est vraiment boucle d'oreille que je vise, mais on verra bien. Donc, ouais. Mais cette matière-là, c'est possible pour pendentif, bracelet? Oui, pendentif, oui, tu peux faire un peu les formes que tu veux. Et c'est une matière, je vais pas dire qu'elle est incassable, mais elle est assez... malléable. Donc du moment que si tu la plies pas en deux, elle va pas vraiment se casser. Donc oui, tu peux la porter sans problème. Et bracelet, tu vois, c'était plus un petit carré ou un petit rond avec de la texture à l'intérieur, tu vois, à accrocher avec une petite chaînette. Donc aussi sympa. C'est peut-être pour la suite. Mais toi, c'est vraiment parce que de base, t'es une fan de boucles d'oreilles, quoi. C'est vraiment ça. Ouais, je te dis, je pourrais porter, en général, en fait, je porte que des boucles d'oreilles et peut-être un bracelet, même non, aujourd'hui même pas. Mais c'est tout de suite ça, toujours boucles d'oreilles et puis oui, je vois le reste. Mais ouais. Et cette matière-là, l'argile polymère, c'est pas écolo, mais par contre, tout ce qui entoure
ton projet, tu essayes de faire très attention. Ouais, j'essaye vraiment, tu vois, tout ce qui est le carton d'emballage, tout ce que je fais, en fait, j'essaye de faire papier recyclé ou du moins que papier et pas de plastique, etc. Donc, mes boucles d'oreilles sont jamais emballées dans un sachet plastique ou des choses comme ça. Toujours du carton et voilà. Il y a juste la matière polymère, c'est du plastique. Donc, c'est pas écologique, c'est vrai. Et tout le reste, pourquoi c'est important pour toi ? Mais parce que, comme je vis aussi chez moi, c'est toujours, je recycle, je fais attention à l'environnement, je gaspille pas. Je fais attention dans ma vie quotidienne à tous ces aspects-là. Et j'achète quasi tous mes vêtements sur Vinted, seconde main ou des choses comme ça. Donc, je me dis, je veux retranscrire aussi ces valeurs dans ma marque parce que c'est ce qui me tient à cœur. J'adore la nature, les animaux. Je fais tout à part pour la matière polymère. Oui. Mais sinon, on peut pas être parfait. Voilà. Et en même temps, je me dis, c'est vraiment fait à petite échelle. Donc, c'est pas comme si j'en produisais des milliers et des milliers par an ou quoi que ce soit. Ton but, c'est comment on arrive à pardon, je vais reprendre ma question parce qu'elle arrive dans ma tête en même temps. Comment tu envisages le fait que tu veux grandir, mais qu'en même temps, tu ne veux pas être dans la surproduction, entre guillemets. Comment est-ce qu'on arrive à faire la balance entre les deux ? Voilà, c'est ça. Mais je veux grandir, mais je suis aussi réaliste qu'à ma taille, je ne grandirai jamais au point d'avoir une centaine de commandes par jour. Donc, ça m'intéresse de grandir, mais à petite échelle. Ouais. Donc, que ce soit toujours pour moi un business, peut-être à temps plein ou peut-être même qui reste sur le côté, mais voilà. Donc, grandir, mais pas trop non plus. Je veux pas être multinationale. Non. C'est pas dans mes ambitions. Donc, voilà. Donc, oui, si jamais j'ai trop de commandes, il y a des moments, j'en ai eu pour une ou deux paires de boucles d'oreilles, elles sont out of stock et ça reviendra petit à petit, mais je vais pas surproduire pour juste pouvoir satisfaire tout le monde. Donc, voilà. Et c'est important de communiquer aussi là-dessus auprès des gens ? Je pense, ouais. Je communique souvent. J'avais aussi fait une collection vraiment spéciale, zéro déchet. Ouais. Et c'était vraiment, en fait, parce que j'essaie de rien gaspiller. Donc, même dans mes matériaux, c'est quand tu fais une petite plaque, en fait, il y a toujours des déchets parce que t'as fait tes boucles d'oreilles. Mais bon, il y a le reste. Je garde toujours le reste. Et puis, quand je vois qu'il y a certaines couleurs qui pourraient bien aller ensemble, je recrée une plaque et c'est une édition limitée parce que j'aurai plus jamais sûrement ces couleurs ensemble et donc je fais une collection comme ça et donc voilà, et quand il y en a plus, il y en a plus. Mais voilà, mais ça empêche aussi pas mal de gaspillage. Quand je vois vraiment ce qui ressort, c'est énorme. Si tu devais tout jeter, c'est fou. Ouais. Et du coup, comme la matière n'est pas hyper écologique, est-ce que tu envisages de passer à une autre ou pas forcément parce que c'est vraiment... L'idée aussi, le projet de base, c'est les grandes boucles d'oreilles pas lourdes. Oui, c'est ça, parce que si je trouvais une matière qui avait les mêmes propriétés, en fait, je passerais d'office. Il n'y aurait aucune question, mais là, pour le moment, j'ai encore rien vu vraiment de similaire. Ouais. Et bon, en bois, c'est lourd. Si tu mets encore en pierre, etc., c'est lourd. Donc, je regarde toujours un peu, si jamais je tombe sur quelque chose qui est plus écologique, je passerai d'office à ça. Mais pour le moment, malheureusement, le plastique le remporte, apparemment. Désolée. Tu te renseignes beaucoup, tu cherches aussi beaucoup d'informations pour faire évoluer ton projet. Ouais. Tu es toujours en train de chercher des nouvelles initiatives. Oui, mais c'est ça. Et aussi, même ce qui est des idées, tu vois, je cherche... Il y a tellement d'idées ou des façons de faire. Je tombe des fois sur des vidéos et je me fais « Oh, mon Dieu, cette matière, mais comment est-ce qu'ils ont accompli ?» Donc, je suis toujours en train de regarder des tutoriels. Et même sur le business en tant que tel, je regarde souvent... C'est vraiment sympa. Sur Instagram, tu trouves de tout, mais il y a vraiment des créatrices qui partagent leur expérience et qui partagent aussi avec les autres créatrices qui débutent comment j'ai fait grandir mon business et des choses comme ça. Et moi, ça m'intéresse, je regarde toujours plein de conseils, etc. Je trouve ça tellement chouette d'avoir des conseils de quelqu'un qui a été à ta place avant toi, donc c'est chouette. Le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment une découverte pour toi ? Ah oui, complètement. Oui, complètement. Parce que, oui, je te dis avant, quand j'avais lancé le business camping-car, c'était avec une agence de voyage, donc j'étais indépendante, mais sans vraiment l'être. Ouais. Et donc, oui, j'avais rien vraiment à entreprendre par moi-même. Donc, non, je découvre, mais j'adore. T'es fière d'avoir osé lancer ton projet ? Ouais, franchement, je suis hyper fière. Bon, ça plaît ou ça plaît pas, évidemment, mais moi, ça me plaît. J'adore, je suis contente. Quand je vois ce que je fais, je suis vraiment contente, en fait, du résultat, de l'image de la marque, de tout. Donc, ouais, vraiment pas de regrets. Oui, l'image de la marque, on va revenir un peu à Instagram, mais
je trouve que c'est tout de suite, on peut directement capter l'image de la marque et puis on te voit aussi beaucoup. C'est important d'humaniser un peu comme ça ce que tu fais. Ben, je trouve aussi parce que c'est vraiment, c'est ce que je sponsorise en quelque sorte. C'est vraiment le business d'une personne. Donc évidemment que je veux que les gens voient un peu qui je suis. D'ailleurs, sur mon site internet, tu as aussi des petits fun facts sur moi. Qu'est-ce que j'aime bien faire ou des choses comme ça. Et oui, je pense que maintenant, au début, c'était pas encore trop ça, je pense, mais j'ai vraiment su uniformiser l'Instagram, tu vois, les couleurs, tout, enfin l'image que je veux un peu rustique de la marque. Donc ça commence à venir. Pour ces 6 premiers mois, tu tires quel bilan? Écoute, que c'est beaucoup de travail, ça c'est certain, mais c'est aussi beaucoup de bonheur de voir la réaction des gens. Et je te dis, j'ai fait mon premier marché, je crois que c'est vraiment l'image que j'en tire de ces 6 derniers mois. Au bout de mon premier marché, j'ai pleuré parce que j'ai vraiment réalisé, je me dis, mais tu t'imagines, je disais à mon copain, les gens sont venus acheter mon produit et étaient fans de ce que j'ai créé de A à Z. J'en revenais pas de me dire, en fait c'est moi, en fait c'était génial. Donc c'est vraiment ça que j'en ai retenu, c'était waouh, que je pouvais vraiment créer quelque chose et que en fait ma vision plaisait à des gens et qu'ils croyaient en moi. J'étais là, oh, c'est génial. Enfin, j'avais pas du tout envisagé ça en me lançant dans ce projet. Ça m'a vraiment frappée. Après le premier marché, j'étais génial. C'est important d'avoir ces moments-là parce que toi, t'es toujours focus dans la création, dans tout ce qu'il y a à faire aussi autour, et d'avoir ces moments-là où tu te rends compte qu'en fait, ça plaît. Tu réalises en fait, c'est là, ah mais oui, je fais tout ça pour quelque chose. En fait, c'est pas juste je fais, on verra bien, mais non. C'était fameux ce moment-là. C'était vraiment chouette. Je vais te poser la dernière question du podcast. Oui, vas-y. Qu'est-ce que tu aimerais oser faire et que tu n'as pas encore fait? Oh là là. Ça c'est une bonne question, ça. Ouais. Ah là là. Je comprends pourquoi c'est la dernière. Ah là là, écoute, je sais pas. Oser faire et pas... Oui. Peut-être des marchés plus... pour être plus présente dans des magasins, des boutiques peut-être, ou j'aurais bien aimé aussi peut-être certains festivals, mais bon, pour le moment, pas trop le choix. Ouais. Mais je me dis, ça peut être aussi sympa quoi, de faire l'expérience d'un petit shop sur le terrain d'un festival. Comme ça, là, tu me prends de court. Ça peut être aussi personnel. Personnel. Mais non, le truc, c'est qu'en général, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Enfin, j'ose quand même pas mal de choses, donc j'ai pas vraiment de... Non, pour le moment, non. Pour le moment, je suis satisfaite. Ça peut être aussi ça ta réponse. Oui, mais c'est vrai, non, je t'avoue, en général, je suis plus d'une fonceuse. Donc je pense un peu, mais je fonce quand même quand je veux quelque chose, ou je tente, et je vois bien ce que ça donne. Donc voilà. En bref. Super, merci beaucoup. Merci à toi, Julie. Merci, Kim, d'avoir accepté mon invitation. Je vous mets le lien vers son compte Instagram et son site internet dans les notes de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser des étoiles ou un commentaire sur Apple Podcasts et à vous abonner aussi à Compose sur Instagram, Facebook ou Twitter. Et enfin, si vous voulez soutenir financièrement ce projet, c'est possible via Patreon et Utip. C'était le dernier épisode de l'année pour Compose. Je vous donne rendez-vous en janvier.